S'impliquer dans une démarche collective au sein d'un collège ou au sein d'un lycée, ça implique également d'avoir une volonté d'influer sur la décision publique, pourquoi pas, hein. Il s'agit d'une démarche citoyenne, on fait vivre la démocratie lorsqu'on s'investit collectivement dans un établissement scolaire. Donc il faut aussi garder sans doute cet objectif en tête, animer les débats dans cet objectif. Et pour cela aussi, il faut un certain nombre de règles de conduite. Alors, lorsque la réalité est compliquée, elle l'est pratiquement toujours, il est quand même toujours un petit peu inquiétant de trouver des solutions simples à une réalité complexe. Donc, lorsqu'il vous semble que vous avez une solution simple à proposer, vérifiez bien que vous avez pris en compte l'ensemble des éléments qui interviennent dans la discussion. Alors, il y a deux éléments ici à garder en tête. D'abord, cette complexité, elle symbolise simplement le fait qu'il y a énormément de liens d'interdépendance dans les phénomènes sociaux et qu'il faut essayer de les prendre en compte, alors peut-être pas dans l'exhaustivité, mais en tout cas bien comprendre quels sont les liens de causalité entre un phénomène et un autre. Les corrélations ne valent pas causalité, donc ce n'est pas parce que deux éléments apparaissent simultanément qu'ils sont liés par une relation de causalité. Prenez bien ça en compte également. Méfiez-vous bien sûr de ces fausses évidences qui sont évidemment très souvent mises en avant pour provoquer la réaction. Elles ne permettent pas de réunir les éléments suffisants, elles manquent de nuances pour permettre de faire progresser la connaissance. Et puis, bien sûr, l'élément essentiel, c'est de faire le tri dans les sources d'information. Les collégiens et les lycéens qui vont prendre des responsabilités collectives au sein de leur établissement vont certainement vivre une aventure palpitante. Bon, ils vont avoir à organiser un certain nombre de débats, probablement. Ils vont avoir à se forger une opinion sur un certain nombre de sujets de société. Ils vont devoir réunir l'information nécessaire pour animer les débats. Mais néanmoins, il faut vérifier un certain nombre de conditions. Et parmi celles-ci, j'aimerais en retenir au moins trois. La première, c'est éviter le biais de confirmation. Cette notion indique qu'il est nécessaire de ne pas privilégier uniquement les informations qui confortent la croyance que l'on peut avoir sur un sujet, mais essayer au contraire de penser contre soi-même, c'est-à-dire faire l'effort de vérifier la solidité, la cohérence de sa propre argumentation. Le deuxième biais qu'il s'agit d'éviter, qui est extrêmement important, c'est la désignation des boucs émissaires. Il est très facile en général de trouver les coupables pour définir le problème qui nous préoccupe. La désignation de coupable, c'est facile parce que ça permet d'expliquer ce qui est incompréhensible au départ. Et le problème, c'est qu'en désignant une catégorie d'individus, une personne ou un groupe social, les anthropologues ont très bien montré ça, eh bien, on coupe le dialogue, on stigmatise une partie de la population et surtout, on ne vient pas aux causes profonde du problème qui est posé. La troisième difficulté donc, concerne les fausses évidences. Lorsqu'on fait un tour sur soi-même, on peut évidemment penser que la Terre est plate parce qu'on observe l'horizon qui est totalement plat. Évidemment, c'est une fausse évidence, on le sait depuis l'Antiquité grecque. Alors, comment ont travaillé les Grecs? Ils ont simplement attendu une éclipse de lune. Et l'éclipse de lune, c'est simplement lorsque la Terre s'est intercalée entre la Lune et le Soleil. Le Soleil éclaire la Terre et la Terre donc a une ombre projetée sur la Lune lors de l'éclipse de Lune. Et on voit donc la silhouette de la Terre et on peut s'apercevoir sur la Lune que la Terre est ronde. Pour mener votre réflexion, il est très important de pouvoir vous appuyer sur les apports des scientifiques, sur les apports de la science, sur les apports de la recherche. Alors la première chose à bien distinguer, c'est ce qui relève de la recherche scientifique et ce qui relève de la science elle-même. La recherche scientifique, c'est une démarche qui, on l'espère, va aboutir à de la connaissance certifiée. Et la science, c'est l'ensemble des connaissances qui sont acquises, qui sont vérifiées et qui correspondent à des vérités scientifiques. Ces deux phénomènes ne doivent pas se confondre, car le scientifique est un chercheur. Tant que la recherche n'est pas aboutie, on ne peut pas considérer que la connaissance scientifique est acquise. Ça, c'est le premier élément extrêmement important à vérifier. Alors, le chercheur, bien sûr, il s'appuie sur une démarche rationnelle et il faut absolument préserver cette ligne de conduite pour vous.
une réflexion cohérente, logique, vérifiée. Ça, c'est extrêmement important. Et ça permet évidemment le dialogue avec les autres. Si le raisonnement est peu cohérent, qu'il ne correspond pas à une logique rationnelle, eh bien, la plateforme de discussion que vous espérez avoir avec les autres ne tient plus. Donc ça, c'est un élément très important. Je reviens sur cette question de chercheur, de recherche. Il faut que vous compreniez que un chercheur, c'est quelqu'un qui souvent a consacré toute sa vie à un sujet de recherche, donc il a acquis des connaissances extrêmement approfondies sur un sujet. Donc il faut toujours prendre bien garde au fait qu'en général, ces personnes-là ont une connaissance extrêmement étendue sur le domaine qui est traité. Et donc, il faut être humble par rapport à une première démarche de recherche sur un thème. Ça, c'est également un élément important. Et puis, bien comprendre, bien sûr, que la recherche, c'est quelque chose qui se discute. Il n'y a pas de vérité qui tombe du ciel. Le travail du chercheur, c'est de faire des propositions, émettre des hypothèses, tenter de les vérifier et de toujours lui aussi penser contre lui-même, c'est-à-dire tester sans arrêt la ligne de raisonnement, la qualité des informations utilisées. Les hypothèses qui sont émises doivent être testées dans tous les sens. Et donc, il le fait lui-même, le chercheur, dans le cadre de sa démarche scientifique. Mais bien sûr, il est aussi critiqué par d'autres. La démarche de publication d'articles scientifiques, par exemple, c'est une démarche très longue parce que ce qui est proposé par un chercheur en termes de recherche, les résultats qu'il met sur la place publique, eh bien, ces résultats sont testés, critiqués, et le travail des autres chercheurs consiste à essayer de réfuter les résultats qui sont acquis, c'est-à-dire tester la solidité de ce qui est avancé. Et à ce moment-là, lorsque tout le monde est d'accord pour dire que le résultat est solide, qu'il est pertinent, eh bien, on peut considérer qu'il s'agit d'une connaissance scientifique et tout le monde va essayer ensuite de tester dans le temps et dans des conditions différentes la solidité de cette hypothèse. Il est très important de connaître cette démarche scientifique et le processus qui amène à l'édification de connaissances parce qu'on peut se l'appliquer bien sûr à soi-même et vérifier donc qu'on raisonne correctement. On comprend donc que la controverse est tout à fait normale dans les échanges entre scientifiques parce que, évidemment, on cherche toujours à vérifier la solidité de ce qui est avancé. Et donc la controverse, c'est-à-dire la disputation, c'est ça, la discussion autour d'un sujet, est tout à fait normale dans le processus de création de connaissances. Donc on est là sur le volet recherche. Et une fois que tout cela a eu lieu, qu'on a vérifié et attesté la solidité d'une connaissance, nous sommes dans la science.